Tous les ans c'est la même chose, j'en ai plein le cul de ce bled de merde. Ah bah ça leur fait chaud au cœur de fêter Noël toute l'année, qu'est-ce que tu veux? T'en as pas marre de jouer au Père Noël tout au long de l'année comme ça? Bah, je joue pas au Père Noël, je suis le Père Noël dans ce bled de con, et de toute façon j'ai toujours fait ça toute ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Bah je sais pas, il serait peut-être temps que tu te trouves une poulette et que tu te prennes une bicoque en Californie quelque Oh, part. me parle pas de poulette, c'est un sujet qui fâche. Oh bah moi je veux juste aider, c'est tout hein. Non mais on est quand même pas si mal ici, c'est Santa Claus Indiana, on a l'esprit de Noël toute l'année, y a quand même pire comme endroit pour habiter. Non mais ça va pas non? Connard va. Bah l'esprit de Noël il commence sérieusement à me boursoufler le trou de balle. Quelqu'un connaît ce connard? Pas moi mais il a vraiment une sale gueule. Ouais bah je crois qu'il m'a reconnu, je vais devoir faire une photo avec Ouais, lui hein. ouais. Et voilà, et après on me demande pourquoi Noël ça me casse les couilles, bah vous avez la réponse devant les yeux, on attire tous les tarés de la région. C'est qui ce mec? Oui, c'est moi, espèce d'abruti, j'arrive, t'inquiète pas, reste là. Ah le laisse pas là-bas, fais la photo avec lui et il se barre. Bon bah viens par là, abruti, viens, on va faire la photo. Oh putain, il a vraiment l'air con, et en plus il pue de la gueule. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler d'Holiday World, et s'il est plus modeste que les deux mastodontes visités la veille et l'avant-veille, à savoir Kings Island et Cedar Point, il n'en reste pas moins un parc abritant des attractions de classe mondiale dont vous avez très probablement déjà entendu parler. Et avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, en espérant que le Père Noël vous ait gâté comme il se doit et que la tête ne tapera pas trop au 1er janvier. Le parc du jour est situé dans l'Indiana, dans une ville nommée Santa Claus, ce qui signifie Père Noël en anglais, et ça faut avouer que c'est vraiment pas banal. Holiday World est né de l'esprit d'un industriel à la retraite, à savoir Louis J. Koch, qui vivait à Evansville, qui est une ville située à 90 km de là. Ah, c'est la grosse ville du coin, quoi. En termes de nombre d'habitants, c'est l'équivalent de Besançon ou de Caen en France. En se rendant à Santa Claus à l'été 1941, Louis Koch, qui n'a rien à voir avec de la poudre blanche ni avec une bite, eh bien, se rendit compte que les enfants allaient jusqu'à cette ville pour rencontrer le Père Noël, et qu'il repartait forcément contrarié de ne pas avoir pu le rencontrer. Il eut alors l'idée de lancer Santa Claus Land, un parc dans lequel les enfants pourraient venir tout au long de l'année pour rencontrer le Père Noël. Les plans du parc étaient prêts en un rien de temps, mais on a dû attendre 4 ans pour pouvoir donner le premier coup de pioche qui a eu lieu le 4 août 1945, à cause de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, c'est presque un an jour pour jour après le début du chantier que le parc a pu ouvrir aux visiteurs, soit le 3 août 1946. Ce fut donc le deuxième parc de l'Indiana à ouvrir ses portes, après donc Indiana Beach qui a ouvert 20 ans plus tôt, parc qui a failli disparaître mais qui est toujours ouvert à l'heure actuelle. C'est en 1984 que le parc changea de nom pour s'appeler donc Holiday World, après qu'ait vu le jour la toute première extension du parc qui s'est trouvée être le quartier Halloween. Les propriétaires du parc ayant alors compris qu'il y avait un gros potentiel de thématisation en s'affranchissant de la simple frontière de Noël. Et du fait de la présence du parc et du nom de la ville, tout le patelin vit encore aujourd'hui au rythme de Noël, avec notamment les maisons des habitants et leurs jardins qui possèdent des références à Noël, avec par exemple de grosses statues du Père Noël placées au milieu des 10 jardins. Ah bah c'est un style comme un autre, hein, c'est juste qu'au mois de juin, bah ça déroute un peu. Aussi tous les commerces, les bâtiments administratifs, les hôtels, ils sont tous habillés aux couleurs de Noël, et ce tout au long de l'année. En se développant, le parc a acquis une véritable notoriété et respectabilité dans l'industrie du loisir auprès de ses pairs, et a reçu en 2004 l'Applause Award décerné par l'IAPA. Un prix récompensant, je cite, les parcs dont la gestion, les opérations et les réalisations créatives ont inspiré l'industrie du loisir. Un prix décerné tous les 2 ans depuis 1980 et qu'un parc ne peut recevoir qu'une seule et unique fois. Aujourd'hui, le parc est toujours détenu par la famille Koch, et plus précisément par leur entreprise Koch Industries. Holiday World est donc un parc indépendant, mais est entre les mains d'une famille possédant environ 130 milliards de dollars. Pas millions, hein, 130 milliards, donc je pense que le matelas de sécurité est assuré. Et pour savoir ce que vaut Holiday World, eh bien c'est bien simple, je vous invite à me suivre à travers cet épisode, et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Non, ce n'est pas le décor d'un film d'horreur, mais c'est bien le hall de l'hôtel dans lequel nous avons passé la nuit. Un hôtel un brin creepy situé dans la ville de Santa Claus, ville portant le nom du Père Noël, et de fait intégralement habillé tout au long de l'année aux couleurs du vieux monsieur tout de rouge vêtu. Oui, y compris devant les maisons de chacun des habitants du
coin. Après quelques minutes de route depuis notre hôtel, nous arrivons devant le gros château d'eau d'Holiday World qui permet de rapidement situer le parc où nous pourrons commencer la 12e journée de ce trip, à nouveau placé sous le signe de la chaleur caniculaire, les 40 degrés étant très largement dépassés au thermomètre. Du coup, c'est bien simple, à peine a-t-on fait quelques pas à l'extérieur de la voiture qu'on est en sudation complète. Bon, mais du coup, c'est le moment de dégainer les bonnes nouvelles vis-à-vis de cette chaleur de gogol. La première bonne nouvelle, c'est qu'Holiday World est un parc avec beaucoup d'arbres, et donc par extension, beaucoup d'ombre, ce qui permettra de rendre la visite un peu plus supportable. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'Holiday World est certes plus petit et plus modeste qu'un parc de groupe, mais il est aussi plus humain. De fait, l'accent est mis sur l'expérience visiteur et sur la satisfaction qu'il peut retirer de sa visite. Alors en dehors du parking gratuit, nous aurons droit toute la journée aux boissons gratuites, et par boissons j'entends aussi bien eau fraîche que soft, des fontaines et des gobelets étant à disposition un peu partout dans le parc. Ça va pas aider à combattre le diabète, mais ça va clairement aider à nous redonner le sourire. Troisième bonne nouvelle, c'est que si vous avez oublié votre tube de crème solaire, sachez qu'Holiday World propose aussi des pots de crème solaire en libre service un peu partout dans le parc. Ah bah y a pas à dire, on est quand même bien reçu à Holiday World. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce parc? Holiday World est un parc qui base l'entièreté de ses quartiers thématiques sur les fêtes célébrées aux États-Unis. Du coup, le quartier situé à l'entrée du parc sera thématisé autour de Noël. En même temps, on est dans une ville qui s'appelle Santa Claus, hein. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en introduction, Holiday World s'appelait à l'origine Santa Claus Land, donc c'est logique de trouver un quartier Noël à l'entrée du parc. Ce quartier représentant donc Noël matérialise l'entrée du parc, et il s'y trouve cette crèche à côté de laquelle il est difficile de passer. Nous trouverons également un quartier dédié à Halloween, qui abrite 2 des 3 Wooden du parc, un quartier tout empreint de patriotisme à l'américaine appelé 4th of July et célébrant leur fête nationale, un quartier nommé Holy Dogs Fun Town qui lui fait exception à la règle en ne représentant aucune fête, quartier qui est d'ailleurs destiné aux gamins, ainsi qu'un quartier Thanksgiving qui est le quartier qui abrite les attractions les plus intéressantes du parc, dont nous parlerons plus tard pendant cet épisode. Ah, et pour ne rien gâcher, sachez qu'Holiday World dispose également d'un immense parc aquatique compris dans le billet d'entrée nommé Splashin' Safari, parc aquatique qui est aussi grand que le parc d'attractions et qui dispose de toboggans mondialement réputés. Chose totalement impensable chez nous, Holiday World possède 3 wooden coasters, et avant que n'ouvre le Wing Coaster BM Thunderbird, ces 3 coasters étaient les attractions phares du parc. En Europe, la culture en termes de roller coaster est si balbutiante que les gens auraient du mal à distinguer ces 3 attractions, et à comprendre qu'il s'agit de modèles tout à fait différents les uns des autres. Aux États-Unis, les wooden coasters sont tellement ancrés dans le paysage qu'il n'y a pas besoin d'expliquer que ces 3 coasters ont tous une identité qui leur est propre. Commençons donc par la zone Halloween, et avec ça le premier des 3 wooden du parc, qui est à la fois le plus ancien mais aussi le plus petit des 3. Raven, c'est son nom, et ce wooden CCI ouvert en 1995 vous accueille dès le parking en arborant fièrement les prix que celui-ci a pu rafler durant son existence. Le coaster ayant été considéré comme le meilleur wooden du monde durant 4 années consécutives. Et oui, il a reçu le premier prix des Wooden Coasters aux Golden Ticket Awards en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003. Il faut savoir que le parc est construit sur un terrain tout en dénivelé, et comme les 2 autres Wooden, Raven profite de la topologie du terrain pour y glisser son layout, permettant à ce terrain coaster de nous faire naviguer de surprise en surprise. Mais avant de découvrir tout ça, il faudra prendre son mal en patience, le parc ne faisant tourner qu'un train sur chacun de ces Wooden, et chaque dispatch pouvant prendre jusqu'à 5 minutes à partir du moment où le train est de retour en station. Et avec cette chaleur, la jauge de la patience sera mise à rude épreuve, un point d'autant plus notable qu'à Kings Island la veille, ça débitait de fou malade alors que le parc était vide. Raven est donc le plus petit et le plus court des Wooden du parc. Il fait 853 mètres de long, 24 mètres de hauteur, mais avec une première descente culminant à 26 mètres et atteint la vitesse de 77 km/h. Son parcours est très difficile à distinguer, étant donné qu'il se situe en pleine forêt, donc à part quelques petits plans, impossible de voir quoi que ce soit du tracé sans poser ses fesses sur la bête. Après avoir grimpé le lift situé en bordure du parc et qui nous donne à saluer les visiteurs qui arrivent à Holiday World, le coaster nous proposera en son sommet une très bonne première descente qui nous fera bien décoller du popotin. Mettez-vous à l'arrière et je vous garantis que ce sera la satellisation assurée. Vient ensuite ce tunnel, et lui, voyez-le un peu comme le terrier dans lequel s'engouffre Alice dans Alice au pays des merveilles. Parce qu'après ça, tout va tellement devenir improbable que ce sera impossible d'anticiper quoi que ce soit. Le parcours va se planquer dans la forêt pour nous trimballer entre les arbres à toute berzingue, nous faisant longer un lac pour rajouter au côté mystique du tout, le train progressant autour de la végétation, tant et si bien qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber quelques mètres plus loin. Le coaster est bourré de jets latéraux, possède des bosses qui font bien décoller du siège et propose de plus des drops bien vislardes qu'on ne voit absolument pas arriver et qui nous cueillent tels des lapins de 3 jours. Alors c'est pas une promenade de santé, hein, loin de là, le coaster
coaster est assez rude et nous donne à encaisser pas mal de secousses, mais il faut avouer que c'est une bestiole non sans charme qu'on aura pris plaisir à rider. Néanmoins, difficile pour moi de me dire qu'il fut un temps considéré comme le meilleur wooden du monde, parce que rien que Beast la veille, qui est pourtant un coaster datant de 1979, on est quand même sur une expérience beaucoup plus consistante du côté de chez Beast. Bon, c'est vrai aussi que cette drop là, à l'arrière, c'est du grand n'importe quoi, et elle vaut clairement le ride à elle seule, même si la première descente de Raven n'est pas en reste. Vu la chaleur ahurissante du jour, on va bien se laisser tenter par Frightful Falls, le Flume Hopkins du parc ouvert en 1984. Alors oui, c'est très bien, mais malheureusement, c'est pas avec cette attraction qu'on va se rafraîchir ou qu'on trouvera une quelconque dose de fun. Parce que non content de proposer une seule et unique drop de 10 mètres de hauteur arrivant après un canal où il ne se passe strictement rien, la réception de la dite drop ne propose que quelques timides éclaboussures. De fait, si vous cherchez de la fraîcheur, c'est pas vers Frightful Falls qu'il faudra vous tourner. Et là, avec les plus de 40 degrés du jour, on aurait bien voulu pouvoir vous dire le contraire. Et la fraîcheur, c'est pas non plus avec le crédit suivant qu'on va la trouver, étant donné que la file pour Legend, qui n'est autre qu'un wooden coaster CCI ouvert en l'an 2000, a été la file la plus longue de toute cette journée. Pourtant, il y avait vraiment pas grand monde devant nous, 80 personnes à tout péter, mais les opérations étaient tellement lentes et laborieuses qu'on a attendu pas loin de 30 minutes avant de monter sur la bête. Un seul train de sortie, des opérateurs qui prennent bien leur temps pour éviter tout claquage. Non mais là vraiment, il y a absolument rien qui justifie qu'on mette autant de temps à dispatcher ce foutu train, et c'était comme ça pour chaque dispatch. Ah bah tu m'étonnes que la file mette 6000 ans alors qu'il n'y a strictement personne dans la boutique. Ajoutez à ce plaisir une chaleur de zinzin dans cette file dans laquelle nous sommes parqués, file se trouvant au sein d'un bâtiment tout de bois vêtu avec quelques ventilateurs qui brassent de l'air chaud au-dessus de nos têtes. Le cumul de tout ça faisant que c'était pas la meilleure expérience de la journée, loin s'en faut. D'ailleurs, il faisait tellement chaud dans cette file ou dans celle de Raven qu'on a même eu droit à un visiteur qui a fait un malaise et qui a dû être évacué. C'est dire le bonheur de la chose. Alors si en plus ça ne débite pas, bonjour l'enfer. Et pareil, quand on essaye de filmer Legend, déjà que les prises de vue sur le coaster sont très compliquées étant donné que son layout s'étend majoritairement dans des zones non visibles depuis les allées, mais si en plus il faut attendre 7 à 8 minutes pour voir passer le moindre train, c'est pas avec ça que je vais vous faire des off-rides de qualité. Mais revenons-en à ce que le coaster a à nous proposer. Dès lors qu'on arrive enfin à poser nos fesses dessus, nous constatons amusés que la dispatch de Legend est accompagnée d'un tintement de cloche que fait retentir un opérateur dès lors que le train s'apprête à quitter la station. Tintement de cloche qui s'entend dans une bonne partie du parc. Legend, c'est donc un parcours long de 1232 mètres, haut de 30 mètres mais proposant une première drop s'élevant à 34 mètres et faisant atteindre au train la vitesse de 95 km/h. Donc oui, c'est le niveau au-dessus de Raven. Enfin sur le papier. Parce que dans les faits, même si le coaster propose une excellente première descente, le creux de cette drop nous annonce tout de suite la couleur en nous ratatinant les vertèbres bien comme il faut, tant les secousses sont prononcées. On est ici sur un coaster hyper rude, bien plus encore que Raven ou que Voyage qu'on fera après. Et autant sur Voyage on peut y faire quelque chose, autant sur Legend on ne peut pas faire grand chose d'autre que subir. Et ces secousses vont s'étaler sur l'intégralité du layout, qui dure quand même 1 minute 15 entre le sommet de la première drop et les freins finaux. À ça, il est certain qu'un retracking lui ferait le plus grand bien. Comme les autres wooden du parc, Legend profite de son terrain pour laisser s'exprimer son layout, qui est quand même un peu plus convenu et intelligible que ses deux comparses, sans pour autant être inintéressant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais du coup, on anticipe beaucoup plus facilement ce qui va arriver sur Legend qu'on ne le fait sur Raven ou sur Voyage. Et si on se dit que c'est pas plus mal étant donné que ça permet de limiter la violence du bousin, c'est aussi dommage de ne pas être chopé par des éléments surprenants qu'on ne voit qu'au moment de les aborder. Je pense typiquement ici à la drop très fourbe planquée sur le parcours de Raven. De fait, même si le parcours est long et n'est clairement pas mauvais, et même si le coaster devait sûrement être de bonne facture lorsqu'il proposait le confort de ses jeunes années, il est aujourd'hui trop désagréable pour qu'on ait eu envie de remonter dessus, notamment dans ses creux et ses jets latéraux brinque-ballants qui ont largement le temps de s'exprimer et de nous cogner au sein des très longues hélixes de la bête. Alors oui, c'est dommage, mais quelque chose me dit qu'on retrouvera très rapidement le sourire avec un autre wooden du parc. Allez, on va recharger les godets dans une des stations de free refill présentes dans le parc, et ça c'est quand même un sacré luxe. Non mais vraiment, les boissons gratuites toute la journée, quel parc propose ce genre de prestations franchement? Continuons l'exploration d'Holiday World avec ici la zone 4th of July, qui est donc la zone célébrant la fête nationale américaine. Du coup, sans trop de surprise, tous les bâtiments et toutes les attractions sont habillés aux couleurs du drapeau américain, donc sont tous peints en rouge, blanc et bleu. On y trouvera donc quelques vieilleries avec notamment ce Random Dartron nommé Revolution, mais nous y trouverons également de quoi nous rafraîchir avec ce Raft Hopkins ouvert en 1990 nommé Raging Rapids in Boulder Canyon. La promesse ici, c'est qu'on va se faire rincer, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on est venu chercher sur cette attraction. Embarquons donc sur la bestiole, prêt à nous en prendre plein la gueule. Là je vous dis, on est clairement venu
venu chercher les hectolitres de flotte. Donc Holiday World, vous pouvez lâcher tout ce que vous avez. Ça nous permettra de mieux supporter la chaleur insoutenable du jour. Alors oui, mais calmons nos ardeurs, parce que ce raft est peut-être l'un des moins humides auxquels nous avons eu droit durant l'intégralité de ce trip, avec notamment celui de Dollywood, qui était aussi relativement avare en humidité. Ici, on est plutôt sur un niveau d'humidité qu'on pourrait trouver en Europe, à l'exception près de cette cascade qui ne s'arrête pas et sous laquelle va passer la bouée. Pour le reste, c'est quand même très gentillet, et c'est dommage parce qu'en ce moment, on dirait vraiment pas non à un raz-de-marée dirigé droit sur nos petites gueules. Mais du coup, on se dira qu'on pourra se consoler plus tard avec Splashin' Safari, le parc aquatique d'Holiday World. Place maintenant au quartier pour les mioches nommé Holy Dogs Fun Town, un quartier dans lequel nous étions obligés de nous arrêter, déjà pour aller dire bonjour au gros chien bedonnant emblème du lieu que nous aurons nommé Growly Dog, ensuite pour aller chercher notre dose syndicale d'humidité que ni le raft ni le flume du parc n'ont voulu nous offrir. Cette zone comporte donc des aires de jeu aquatiques et des structures comme celle-ci qui permettent de garder la marmaille loin des rides qui nous intéressent, et on se dit qu'il a vraiment dû se passer des trucs terribles dans le coin pour que le parc affiche ses consignes dans les toilettes de la zone. On y apprendra donc qu'il ne faut pas se baigner si on a la diarrhée, ceci étant notamment important en ce qui concerne les enfants portant des couches. On y apprendra également qu'il ne faut pas changer les couches des gosses sur les tables du restaurant de la zone et qu'il faut soigneusement nettoyer le cul des gosses avant de les laisser nager. Quand on sait tout ça, inutile de préciser qu'il ne faut pas avaler l'eau de la piscine et que ce serait vraiment sympa d'aller se laver les mains après être allé aux toilettes ou après avoir changé les couches de ses gosses. Bref, à bon entendeur. Bon, mais la raison même de notre visite dans ce quartier, pour être tout à fait honnête, c'est pas tant d'aller nous foutre sous les jets d'eau de l'aire de jeu aquatique, ni de vérifier si les parents sont de gros dégueulasses ou non, mais plutôt d'aller ajouter ce plus à notre compteur en posant nos fesses à bord de Howler, un Gravity 80 STD Zamperla, clone de l'infâme Paw Patrol situé dans le non moins infâme Parque des Attracciones de Madrid. Au programme, des transitions toujours aussi foireuses, des à-coups à chaque fois que le train entreprend un banking, mais aussi le constat amusant qu'à chaque fois que le train revient en station, l'opératrice demande aux enfants s'ils veulent repartir faire un tour ou s'ils préfèrent descendre, ne renvoyant pas automatiquement le train sur le lift à l'issue du premier tour. On se mettra un petit plan de geek avec ce compresseur fourni par Zamperla, et on se dira que c'est quand même très fort de réussir à faire un layout aussi brusque et mal branlé sur un truc qui ne fait que 80 mètres de long pour 4 mètres de hauteur. Et puis ça, c'est comme le secret de la potion magique, cette capacité à faire des coasters aussi pourris même lorsqu'ils sont aussi simples que celui-ci, c'est une capacité gardée en lieu sûr qui a fait la renommée du constructeur italien. Allez, enfonçons-nous plus encore dans ce parc qui est, je le rappelle, tout en dénivelé parce que je sens qu'il y a des bécanes qui commencent à très sérieusement titiller notre envie de ride d'anthologie. Donc maintenant, on arrête de rigoler, on remet les bretelles et on ajuste le nœud papillon parce que là, je vais vous présenter une véritable légende. Le temps est venu pour nous de découvrir la première des deux sommités que renferme Holiday World, que vous pourrez rencontrer en entrant dans le quartier de Thanksgiving. La première sommité, ça va être difficile de passer à côté étant donné qu'elle est juste à l'entrée de ce quartier. Et là, je peux vous garantir que l'émotion m'a emporté rien que du fait de m'être retrouvé devant. Et cette sommité, c'est Voyage, un wooden coaster Gravity Group ouvert en 2006 qui est très probablement l'un des wooden les plus célèbres du monde entier, si tant est qu'on s'intéresse un tant soit peu au parc d'attractions. Voyage fait partie de ces wooden de légende tout à fait uniques en leur genre et qui ne connaissent aucun équivalent, un petit peu à l'image de Beast situé à Kings Island. Un coaster comme Voyage, vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Déjà, il s'agit d'un terrain coaster, le tracé utilisant à 90% le terrain pour nous envoyer voyager dans sa folie furieuse. Donc même si on le voulait, on ne pourrait même pas le déplacer dans un autre parc. Et ce qui est amusant, c'est que la première partie visible du coaster est la seule partie à ne pas exploiter totalement le terrain. Et en cela, je veux parler de ce très grand lift ainsi que des deux premières bosses qui lui succèdent avant que ne commence la folle épopée proposée par ce coaster. D'ailleurs, mis à part cette toute première partie ainsi que le final du Grand 8, Voyage est totalement imprévisible et part se perdre dans la forêt sans que jamais vous ne puissiez en voir le bout. Le final, quant à lui, est très à l'image de ce qu'est ce coaster, c'est-à-dire totalement erratique, imprévisible et inanticipable, passant tantôt au-dessus ou en dessous de nous, passant sous la gare, sous les allées ou au-dessus de nos têtes, avec suffisamment d'astuces qu'il est au départ difficile de comprendre le trajet que va suivre la bête. Mais ce coaster alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est clairement le plus gros wooden du parc et l'un des plus longs du monde, étant donné que celui-ci fait 1963 mètres de long, qu'il atteint la hauteur de 48 mètres et qu'il trace à 107 km/h. Autrement dit, oui, on a là affaire à un très gros joujou. Vu la chaleur de cinglé qu'il faisait en ce début d'après-midi, le fait qu'il n'y ait qu'un train sur le coaster ne changeait rien au débit, si ce n'est d'avoir à attendre que le train revienne en station pour pouvoir embarquer, étant donné qu'à ce moment-là, tous les visiteurs étaient partis se rafraîchir la courgette dans le parc aquatique d'Holiday World. De fait, le parc d'attractions qui n'était déjà pas rempli de base était désormais tout à fait vide.
Mais vous verrez que c'est pas pour autant qu'il est facile d'enchaîner Voyage. Pas parce que le coaster est mauvais, surtout pas, mais bien parce qu'il est éprouvant. Après avoir grimpé le lift du coaster, vous pouvez d'ores et déjà prendre une bonne bouffée d'oxygène parce que je ne suis pas sûr que vous aurez vraiment le temps de respirer par la suite. Le train s'engage donc dans sa première descente qui propose un très bel airtime, surtout si on se trouve à l'arrière, et cet airtime, je peux vous dire qu'il nous aura surpris. Suite à cette descente, nous trouverons les deux bosses que nous pouvons voir depuis l'extérieur du coaster. Deux bosses qui font plus de 30 mètres chacune et qui s'avèrent suffisamment fournies en jet négatif pour nous faire flotter dans le siège. Un moment de douceur qui sera le seul que nous proposera ce coaster d'une intensité complètement dingue. Une fois ces bosses passées, si vous voulez voir quoi que ce soit du coaster, bah pas le choix, faut être dedans. Nous poursuivons ensuite avec le premier chapitre de notre florilège de tunnels passant sous les allées de service que nous traversons à une vitesse pas possible et qui nous permettent de remonter dans la vallée, avant que ne commence une interminable descente qui suit complètement la dénivelée du terrain. Une descente où se trouvent des bosses sur lesquels on décolle fort du popotin et où se trouvent aussi de vigoureux virages très chargés en jets latéraux. Une descente qui ne fera qu'accélérer, faisant qu'on en vient presque à se demander si le train sera capable de ralentir un jour. Et si c'est normal qu'on atteigne cette vitesse de zinzin. Non, là y a pas à dire, on est vraiment sur quelque chose de dantesque, et Voyage se suffit déjà rien que pour ce passage. Nous en passons ensuite par des virages inclinés à 90 degrés qui donnent une très belle sensation de bascule, un nouveau tunnel avant que nous n'en arrivions sur les freins de mi-parcours. Alors déjà là, si ça avait été les freins finaux, on pourrait se dire qu'on est sur un wooden d'exception. Mais alors avec ce qui suit, on enchaîne donc maintenant avec un triple down de fou furieux situé dans un tunnel qui s'enfonce jusque dans les enfers, un triple down de plus en plus méchant en termes de décollage de cul sur chacune de ces nouvelles drops, et un triple down qui va nous donner une vitesse pas possible pour poursuivre le parcours situé toujours en dénivelé, sur une espèce de faux plat qui permet au tracé de toujours être en descente. De fait, on enchaîne les bosses et les changements de direction à une allure complètement folle en ne comprenant absolument rien à ce qui se passe, avec des forces négatives et latérales très soutenues, comme si le rodéo qu'on avait déjà pu entamer avec le coaster ne faisait que s'intensifier de plus en plus. Nous revenons ensuite du côté de la gare pour nous faufiler sous la station, dans un festival de GF turns tous plus méchants les uns que les autres, avec de nouvelles accélérations dues aux descentes qui continuent à suivre le terrain, pour finalement en arriver sur les freins finaux. Eh ben, putain de bordel, on vient de vivre là une expérience absolument hallucinante, et je peux vous dire qu'on est rincé. Jamais un coaster n'a aussi bien porté son nom que The Voyage, parce que là, c'en est clairement un. C'est exactement le genre de coaster pour lequel on part dans ces régions reculées des États-Unis. C'est un coaster comme il n'en existe pas par chez nous. Voyage est un coaster hors norme, qui est à la fois intense, généreux, éprouvant et violent. Par violent, j'entends que si vous ne vous battez pas avec la bête, alors vous allez subir votre tour, car le coaster ne vous ménagera pas. C'est un coaster très exigeant et très difficile à enchaîner, parce qu'à chaque tour, j'en ressortais essoufflé, et que la chaleur ne faisait qu'ajouter à l'intensité folle du bousin. Voyage, c'est bien simple, si tu te laisses porter tel un notable avec les pieds dans les charentaises et installé dans son fauteuil près de la cheminée, tu vas en ressortir en 1000 morceaux tant il peut être violent dans ses secousses. Si tu te laisses faire, le coaster va te maltraiter, il va te brutaliser. Mais contrairement à Legend, où c'est difficile de faire autrement que de subir, ici tu peux entrer dans un combat contre la bête, et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que Voyage était un rodéo. Pour apprécier au mieux la bestiole, il faudra pousser sur ses jambes pendant le tour pour encaisser les secousses et qu'elles ne se répercutent pas dans le bas du dos. Ainsi, les jambes prendront, elles amortiront les secousses et vous entrerez en symbiose totale avec le coaster, comprenant ainsi tout ce que celui-ci a à vous offrir. Voyage, c'est pas un coaster de bourgeois, c'est pas un coaster de golfeur, c'est pas un coaster qui fait dans la délicatesse ou dans la tendresse, c'est tout l'inverse. Voyage, c'est un coaster de roturier, c'est un coaster de forgeron, un coaster de vilain, c'est un coaster qui nécessite un combat physique et qui implique de la sueur. Et quand on en a compris les règles, on peut savourer tout le nectar de ce coaster qui a clairement un goût de 5 étoiles. Alors c'est sûr, quand on est habitué au confort des machines modernes, Voyage est un coaster qui peut dérouter. Voyage, c'est ce qu'est Citizen Kane pour le cinéma. Quand t'es habitué aux productions modernes, tu te demandes pourquoi ce truc en noir et blanc et sans Dolby Atmos est une pièce maîtresse du 7e art. Mais plus tu le fais, plus tu comprends pourquoi c'est culte. Et c'est vrai qu'il faut du temps pour encaisser un coaster comme celui-ci, mais l'éveil n'en est que meilleur. Bon, comme je sais que vous êtes gourmand et que vous avez besoin de reprendre des forces après cet incroyable tour de Voyage, vous n'êtes pas sans vous rappeler que je vous ai dit que le quartier de Thanksgiving comportait 2 sommités. Quand j'évoquais la seconde sommité, je ne pensais pas à Gobbler Getaway, le dark ride interactif dans lequel il faut tirer sur des dindes, celui-là on y reviendra par la suite. Mais je voulais bien sûr parler de Thunderbird, le Wing Coaster BEM trônant fièrement tout au bout du parc. Et quand je dis tout au bout, c'est même un peu trop tout au bout, étant donné que presque 10 minutes de marche sont nécessaires pour arriver à ses pieds, et ce en partant de Voyage qui est l'attraction la plus proche de Thunderbird. Et là pour le coup, il n'y a pas un pet d'ombre pour vous aider à vous lancer dans votre
donné, c'est du cagnard tout du long, alors prévoyez la casquette. Thunderbird se trouve donc tout au fond du parc, sur une petite place où vous pourrez trouver un snack, des toilettes, une station de refill de boissons, ainsi que des tables de pique-nique avec parasol où vous pourrez vous restaurer avec de la nourriture que vous aurez ramenée de l'extérieur. Pas d'obligation de consommer dans les snacks du parc pour utiliser le mobilier. On y trouvera également un Vertical Swing Zamperla de 20 mètres de hauteur ouvert en 2012 et nommé Crow's Nest, attraction qui était fermée ce jour, et bien évidemment Thunderbird, attraction sans laquelle absolument personne ne marcherait jusqu'à ce recoin du parc. En même temps, sans Thunderbird, ce recoin n'existerait pas. Mais entrons maintenant dans le détail pour savoir ce qu'est ce coaster. Thunderbird est donc un Wing Coaster BEM ouvert en 2015 et c'est aussi le tout premier coaster de chez BEM à bénéficier d'une propulsion à LSM. Et il était temps parce qu'en 2015, ça faisait déjà un petit moment que la quasi-intégralité de la concurrence s'y était mise au LSM. Le coaster fait 925 mètres de long, 42 mètres de haut et pousse à 96 km/h. Thunderbird possède également des trains très courts pour un Wing BEM avec des trains de 5 rangées permettant de négocier des éléments plus serrés qu'à l'accoutumée. Mais avant de pouvoir expérimenter Thunderbird, il va falloir que nous restions concentrés et alertes pour éviter les cacas de cette chouette qui a décidé de s'installer juste au-dessus de la file d'attente au sein de la gare du coaster. Et si vous avez réussi à éviter les cacas de Madame la Chouette, prenez garde à éviter ceux de Mademoiselle la Chouette qui était quelques mètres plus loin et qui avait décidé de faire de son cul une véritable sulfateuse à merde. Ah, je peux vous dire qu'il y a 2-3 visiteurs qui se sont pris des tartines sur le coin de la gueule. Bon, mais tout ça, ça ne nous dit pas si Thunderbird vaut le coup. Oh, c'est que vous êtes impatients, hein. Après nous être installés dans le train, la dispatch nous permettra d'avancer sur quelques mètres pour dégager la gare et laisser le second train accéder à la station. Parce que oui, au miracle, Thunderbird tournait bel et bien à 2 trains. Et là, on se retrouve dans une configuration à la Furious Baco où le train se positionne en zone de launch à quelques mètres seulement en aval de la gare. Mais à la différence de Furious Baco, le coaster continue à être bon même après le launch. Mais ça, c'est une autre histoire. Le launch justement, venons-y. S'il n'est pas particulièrement puissant, il reste quand même très impressionnant dans le sens où on est assis sur le côté du rail, donnant une sensation de propulsion plus intense que dans une position traditionnelle. Et parce qu'on sent ici que le bazar fait accélérer un train hyper lourd en un rien de temps, étant donné qu'il atteint les 96 km/h en 3,5 secondes. Et faire accélérer des trains comme cela aussi vite, c'est quand même pas gagné. Au bout de la rampe de lancement, nous nous engageons sur un Immelmann de 42 mètres de hauteur, Immelmann très planant dont on a largement le temps de profiter, mais suffisamment bien dosé pour qu'on ne retombe pas comme une merde dans le harnais. Arrive ensuite un loop de 38 mètres de hauteur qui est à l'image de l'Immelmann qui lui précède, c'est-à-dire très agréable et virevoltant, qui laisse un peu de côté les G positifs propres à ce type d'inversion pour nous faire nous sentir plus légers qu'à l'accoutumée. En tout cas jusqu'à son sommet, parce qu'on se refait tout de suite tracter par le poids du train pour en sortir en se prenant une grosse accélération. On enchaîne aussi de jolis virages aériens au sein desquels on a vraiment la sensation de voler, qui ajoute clairement au sentiment de liberté censé amener ce type de grand 8 et qui dispose qui plus est d'une belle accélération à la sortie de chacun d'eux. Puis nous nous engageons dans un Zero G Roll qui nous permet de véritablement flotter dans notre siège. S'ensuit un EGF Turn avec foot et head chopper à la clé, puis une demi-hélice ce coup-ci chargée en G positif qui débouchera sur une inline twist très amusante qui nous piégera avec ses choppers formés par les éléments de décor mais aussi par les supports. Et voilà, c'en est fini le Thunderbird. Eh bien mes petits gars, je crois qu'on tient là le Wing Coaster BEM qui utilise le mieux son concept de wing et contient donc là un nouveau chef-d'œuvre du duo suisse. Thunderbird base la majorité de son layout sur la légèreté, donnant véritablement la sensation de s'envoler au-dessus des allées du parc pour se diriger dans la forêt et effectuer davantage de cabrioles. Le coaster tirant le meilleur parti de son environnement pour nous surprendre et nous offrir des sensations d'autant plus agréables. Thunderbird est tout à fait complémentaire de Voyage, dans le sens où il est tout ce que n'est pas Voyage et que Voyage est tout ce que n'est pas Thunderbird. Alors que le Wooden nécessite que tu donnes de toi pour ne pas te faire brutaliser, Thunderbird laisse la place au lâcher prise et fait de la souplesse et de la douceur ses arguments premiers, tout en proposant de vraies bonnes sensations qu'on recherche sur un grand 8 de ce type. Il sait alterner les moments plus contemplatifs et ceux plus intensifs et parvient toujours à trouver le bon équilibre entre puissance et légèreté. C'est donc un coaster qu'on aura enchaîné encore et encore, tout comme on aura pu le faire avec Voyage et qui reste aujourd'hui mon Wing Coaster préféré. Allons maintenant faire un tour du côté du parc aquatique, histoire d'essayer de se rafraîchir un peu, étant donné que c'est pas les water rides du parc d'attractions qui nous ont aidés à faire descendre la température. Et la première attraction vers laquelle nous nous dirigerons, c'est bien Mammoth, un toboggan absolument gigantesque puisque celui-ci fait 537 mètres de long, 21 mètres de hauteur pour une descente max de 10 mètres et qu'il possède ni plus ni moins que 6 zones de booster LIM. Ah oui, c'est un sacré bordel, ouais. Si le parc d'attractions était vide, les visiteurs étaient en fait tous réunis dans le parc aquatique et chaleur oblige, il y avait une trentaine de minutes d'attente pour ce toboggan. Mais alors qu'il ne restait qu'une heure d'ouverture pour le parc aquatique, nous avons réussi à faire 2 tours et demi de Mammoth en 30 minutes. Bah ouais, parce que lors de notre première tentative,
tentative, la bouée s'est bloquée à mi-chemin dans le toboggan, et après qu'on ait tenté de repartir sur le parcours, nous nous sommes à nouveau bloqués, et avons donc dû être évacués. On nous a alors ramenés en station pour réembarquer immédiatement. Après ce nouveau tour complété de bout en bout, le parc aquatique fermait, et pour que la dernière bouée parte, on nous a demandé si on voulait bien la compléter avec nos gros fiacs. Évidemment, nous avons répondu par la positive. Et c'était vraiment de gaieté de cœur, étant donné que Mamos est un toboggan absolument extraordinaire. C'est à mourir de rire et de fun, tant les conneries s'enchaînent et tant c'est long. Le concept est simple, vous allez enchaîner de manière frénétique des descentes sur des rampes en extérieur, à l'issue desquelles vous remonterez grâce à un système électromagnétique placé sous la glissière. Vous rentrerez donc dans un tube pour vous faire rincer la gueule comme jamais, prendrez quelques virages et retournerez sur une nouvelle drop qui vous fera remonter de plus belle grâce à son système de propulsion sur une rampe ascendante au sommet de laquelle se situera une bosse, puis après un airtime, vous continuerez votre progression sur la descente suivante, etc, etc, etc. C'est long, c'est rapide, c'est à mourir de rire, c'est du fun par palette de 1000 et c'est très vivement recommandé par Tonton Doubic. On aurait bien voulu découvrir Wild Beast, qui est apparemment un autre toboggan complètement fou de Splashin' Safari, mais on n'aura pas eu le temps de grimper dessus, même si franchement on ne regrette aucunement nos 2 tours et demi de Mamos pour le prix d'un. Bon bah du coup on n'aura fait qu'une attraction dans ce parc aquatique, mais quelle attraction! Faudra donc qu'on revienne faire le reste, parce que le parc aquatique est aussi grand que le parc d'attractions, c'est vous dire la taille du bazar. Il dispose de plus de toboggans mondialement réputés comme Mamos ou Wild Beast, donc pas le choix, faudra revenir. Et puis on a tellement fait un crochet express dans le parc aquatique, qui pourtant jouxte le parc d'attractions puisqu'il est situé juste derrière Voyage, que je n'ai pu vous filmer que ce plan horrible qui ne donne juste pas envie de visiter le parc, donc on fera comme si on n'avait rien vu s'il vous plaît. Allez, je vous en ai parlé tout à l'heure et je sens que j'ai titillé votre curiosité, partons donc immédiatement à la découverte de Gobbler Getaway, un dark ride interactif signé Sally et ouvert en 2006. Puisqu'on est dans le quartier de Thanksgiving, va falloir qu'on pense au dîner de Thanksgiving, et le plat traditionnel ce jour-là, c'est bien évidemment la dinde. Problème ici, c'est que toutes les dindes se sont faites la malle, donc va falloir aller les choper. On est donc ici sur de la déco en 2D qui se prête totalement à ce type d'univers très cartoonesque. Et ce qui est bien, c'est que Gobbler Getaway évite tous les travers dans lesquels tombe Boo Blasters on Boo Hill à Kings Island. Déjà, le ride n'est pas démesurément long, retirant de fait à l'aspect répétitif de l'affaire, mais surtout, Gobbler Getaway est très conscient du potentiel humoristique de son thème et joue beaucoup là-dessus. Que ce soit dans les animations qui se déclenchent après un tir réussi, dans le déroulé même du scénario ou encore dans le son que produisent les pistolets dès lors qu'on appuie sur la gâchette, tout est en fait une vaste blague et ça fonctionne. Écoutez-moi juste ce bordel à l'intérieur, il y a des gloussements de dinde de partout et ce son est émis dès qu'on appuie sur la gâchette, renforcé par un gloussement d'autant plus présent lorsqu'on atteint une cible. Bref, c'est totalement débile, mais de fait, c'en est très rigolo, jusque dans son final qui ravira tout le monde, étant donné que notre mission première, c'était bien d'aller chercher une dinde pour Thanksgiving. Mais c'était non pas pour la manger, mais bien pour qu'elle puisse partager le repas avec nous autour d'une délicieuse pizza. Et voilà. Bon, l'autre niveau de lecture consistera à dire que vous êtes tellement nuls que vous n'aurez même pas réussi à choper la moindre dinde, donc qu'on aura dû se rabattre sur des pizzas, mais je voulais pas heurter vos sensibilités. Alors oui, même si ça ne casse pas des briques, le concept est suffisamment rigolo pour que ça fonctionne, et parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour concevoir une attraction qui marche bien. Nous aurons ensuite repris notre randonnée pour aller refaire quelques tours de Thunderbird, qui est décidément un grand 8 de très grande qualité. Ah ça, je peux vous dire qu'on aura adoré chacun de nos tours. Et nous serons ensuite redescendus pour enchaîner quelques tours de voyage au crépuscule avant que le parc ne ferme. C'est vraiment la première fois que je sors fatigué, physiquement éreinté d'un coaster. À chaque tour, je transpirais tellement je donnais de moi-même. Voyage, ça se mérite. Mais quand on le mérite, le coaster nous offre une expérience de fou malade qui le place immédiatement parmi les coasters les plus dingues de la planète. Et c'est donc sur ces tours de voyage que s'est terminée notre journée à Holiday World. Et le constat est très simple, c'est que c'est un très chouette parc indépendant cet Holiday World. Tout est fait avec un amour certain du métier, c'est sans chichi, sans prétention, c'est très arboré, avec un choix d'attractions audacieux et ambitieux, un parc aquatique extrêmement fourni, un sens du service irréprochable avec notamment le parking gratuit, les boissons gratuites,
gratuite, la crème solaire en libre service, la bouffe pas chère et les 2 parcs inclus dans le billet d'entrée qui n'est qu'à une cinquantaine de dollars en ligne. On aura pu pester en début de journée contre les opérations laborieuses, mais alors c'est le seul point négatif à relever de toute notre journée. On aura même pu parler avec le directeur du parc qui était amusé de croiser des Français dans ce trou paumé et avec qui nous aurons échangé tout à fait sympathiquement. Preuve s'il en est qu'on est ici sur une gestion très humaine. Bah ouais, c'est pas à Cedar Point ou à Six Flags Great Adventure qu'on aurait pu tailler le bout de gras de la sorte avec le directeur des parcs concernés. Alors même si la quantité d'attractions est moins pléthorique qu'à Kings Island ou qu'à Cedar Point, ça fait aussi du bien de pouvoir visiter des parcs régionaux comme ceux-là, qui ne pètent pas plus haut que leur cul mais qui proposent quand même une offre qualitative bien que numériquement moins chargée que des gros parcs de groupe. D'ailleurs, le parc possède 2 coasters de classe mondiale sur les 5 qu'on a fait ce jour-là et il possède aussi parmi les toboggans les plus réputés de la planète, c'est dire si le choix des investissements est pertinent. De fait, c'est un excellent parc pour passer une journée sans prise de tête que nous vous recommandons vivement si le hasard fait que vous vous retrouvez perdu dans cette région des États-Unis. Et alors a priori, si vous vous retrouvez paumé dans l'Indiana de la sorte, ce sera pas par hasard, mais bien parce que vous aurez entrepris de faire un trip comme le nôtre. Et ce sera une sage décision que d'ajouter Holiday World à votre agenda, étant donné que c'est un parc dans lequel on a passé une excellente journée et qui dispose qui plus est d'un parc d'attractions et d'un parc aquatique qui vous permettra de varier les plaisirs et en plus de profiter de toutes les installations du parc et en plus le billet d'entrée donne accès à la fois au parc aquatique et au parc d'attractions. Et c'est pas plus mal parce que c'est pas rare qu'il fasse extrêmement chaud l'été dans cette région des États-Unis. Nul doute que vous serez subjugué par Voyage, Thunderbird ou encore Mammoth, 3 attractions qu'on a trouvées absolument extraordinaires et 3 arguments de poids qui devraient vous motiver à visiter Holiday World. D'ailleurs, ça me fait penser que beaucoup pestent contre Gravity Group, les faisant presque passer pour un constructeur de seconde zone. Alors je pense que vous n'avez juste pas fait les bons et que parfois l'entretien des parcs laisse à désirer parce que entre Voyage ou Raving Flyer 2, on sait qu'ils sont vraiment capables de faire des chefs-d'œuvre. Et en ce qui me concerne, je réfléchis, mais un chef-d'œuvre 5 étoiles côté Vekoma ou Gerstlauer, j'ai encore jamais fait. Il y a un truc par contre que j'aimerais vraiment beaucoup faire, c'est les Hollywood Nights d'Holiday World, une nocturne qui a lieu donc une fois par an, au cours de laquelle les freins de Voyage sont désactivés. Parce que déjà en exploitation normale, c'est une dinguerie de l'absolu, alors j'imagine même pas à quoi ça doit ressembler avec les freins désactivés et qu'on fonce comme des brutes dans le triple down et tout ça en plus de nuit, ça doit vraiment être un grand moment de n'importe quoi. Depuis notre visite, Holiday World a fermé son raft Raging Rapids in Boulder Canyon et a ouvert en mai dernier Good Gravy, qui est un Family Boomerang de chez Vekoma, installé entre Voyage et Thunderbird. Et d'ailleurs, je constate en regardant sur Google Maps que les ressources humaines d'Holiday World sont situées dans le même bâtiment que Gobbler Getaway. Ça doit vraiment être sympa les entretiens d'embauche là-bas. Toujours est-il que je ne peux que vous exhorter à visiter ce parc dans lequel on a passé une très bonne journée et dans lequel il me tarde de pouvoir retourner pour retrouver Voyage, Thunderbird, Mammoth et pour pouvoir tester également toute leur collection de toboggans qu'on a juste eu le temps d'apercevoir. Il est temps pour moi de clôturer cet épisode consacré à Holiday World, j'espère évidemment qu'il vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous changerons complètement d'ambiance avec un des plus mauvais parcs qu'il m'ait été donné à visiter de ma vie entière, j'ai nommé Six Flags Saint-Louis. Et jusqu'à cette prochaine vidéo consacrée à l'infâme Six Flags Saint-Louis, ça va être quelque chose cette histoire, et bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! Voyage, voyage.